Donc, je commence, par vous remercier de m'avoir donné l'opportunité de participer, à ce colloque fort intéressant. Je suis enseignante, en éducation spécialisée, à l'Institut supérieur de l'éducation spécialisée, de l'université de la Manouba, en Tunisie. Heu, Comme, vous le savez, les écoles ne sont pas uniquement des lieux d'apprentissage académique, ce sont également des lieux où les élèves peuvent développer des compétences sociales, émotionnelles et cognitives nécessaires à leur intégration dans le monde où ils évoluent. À juste titre, on se rend compte de plus en plus que ces apprentissages sont favorisés par un environnement accueillant et bienveillant. Certains enfants et jeunes ayant un handicap mental sont concernés par cette inclusion. C'est à leur expérience d'échec scolaire qu'on s'intéresse dans notre étude. En leur donnant la voix pour s'exprimer sur différents aspects de leur vécu scolaire, nous nous interrogeons sur l'impact de cette expérience sur leur bien-être à l'école. Les recherches montrent que le bien-être des élèves est le résultat d'interactions en 4 dimensions différentes et qui sont la dimension psychologique, qui inclut le sens qu'ils donnent à la vie, leur image de soi, leur affect et leur force émotionnelle. La dimension sociale qui comprend leurs relations avec leur famille, leurs pairs et leurs enseignants, ainsi que leurs sentiments à l'égard de leur vie sociale à l'école et ailleurs. Le principal indicateur du bien-être social des élèves repose sur le sentiment d'appartenance à leur institution. Il y a aussi la dimension cognitive, elle inclut la capacité des élèves à utiliser leurs connaissances académiques pour résoudre des problèmes et leur faculté de raisonnement d'ordre supérieur. Et enfin, la dimension physique qui concerne l'état de santé des élèves et leur mode de vie, nourriture, activité physique, etc. En plus d'augmenter les opportunités et les choix de vie d'une personne, la promotion de la santé mentale et du bien-être aide les élèves à s'épanouir dans leur parcours scolaire, renforcer la résilience face à l'adversité, développer des facteurs de protection contre la maladie mentale et avoir les compétences et la confiance nécessaires pour prendre des décisions dans la vie. La pratique inclusive peut être définie comme l'ensemble des attitudes et des méthodes qui garantissent que tous les apprenants peuvent accéder à l'éducation ordinaire. Il s'agit plus précisément d'inclure les élèves en situation de handicap avec les autres élèves dans tous les aspects de l'éducation, allant des mêmes salles de classe aux mêmes activités sociales. L'inclusion décrit le processus par lequel une école tente de répondre à tous les élèves en tant qu'individus en reconsidérant son organisation curriculaire. Grâce à ce processus, l'école renforce sa capacité à accepter tous les élèves qui le souhaitent et réduit la nécessité d'exclure certains d'entre eux. Les élèves en situation de handicap peuvent avoir besoin d'adaptation et de soutien pour accéder aux apprentissages et ces adaptations sont là pour appuyer l'autonomie de la personne et non la maintenir dans une relation de dépendance. Les adaptations doivent se faire sur des bases individuelles, c'est-à-dire tenir compte des besoins de l'élève et pas de la nature de son handicap. Elles doivent également être considérées comme temporaires et pouvant évoluer ou disparaître quand elles ne sont plus nécessaires. Le handicap mental ou trouble du développement intellectuel est une condition caractérisée par un déficit général des capacités mentales comme le raisonnement, la résolution de problèmes, la planification, la pensée abstraite, le jugement, les apprentissages scolaires et l'apprentissage à partir de l'expérience. Ces déficits entraînent une altération du fonctionnement adaptatif, de sorte que la personne ne parvient pas à répondre aux normes en matière d'indépendance personnelle et de responsabilité sociale dans un ou plusieurs aspects de la vie quotidienne, notamment la communication, la participation à la société, le fonctionnement scolaire ou professionnel et l'indépendance personnelle. La scolarisation est pour les individus ayant un handicap mental est une porte d'entrée et un enjeu clé dans leur insertion sociale, mais aussi un soutien efficace au développement personnel. Les facteurs de risque rencontrés au niveau individuel par une personne présentant un handicap mental dans l'insertion sociale et l'accomplissement des rôles sociaux seraient la passivité, une faible estime de soi, une incapacité d'exprimer ses besoins et ses émotions, peu de possibilités de choix et de décision et une restriction des activités. Ces facteurs internes à la personne peuvent générer des difficultés dans le cadre de l'école ou celui des apprentissages de toute nature et entraver l'inclusion scolaire des jeunes ayant un handicap mental.
D'autres facteurs externes peuvent également porter atteinte à la qualité de l'expérience scolaire de ces individus et de leur bien-être à l'école. En effet, ils sont, comme le montre la recherche, plus exposés aux intimidations fondées sur les préjugés et souvent aggravées par l'isolement social. Les objectifs de cette recherche sont premièrement de mettre l'accent sur les expériences scolaires douloureuses que peuvent vivre les personnes ayant un handicap mental. Le deuxième objectif est de pointer les aspects de ces expériences scolaires qui impactent négativement le bien-être des élèves. Et enfin, le troisième objectif est de faire entendre les voix et les points de vue de personnes souvent marginalisées et que nous n'avons pas l'habitude d'entendre. Dans cette recherche, nous avons travaillé avec 4 jeunes ayant un handicap mental âgés entre 14 et 18 ans. Ces jeunes poursuivent une formation professionnelle dans une institution spécialisée en Tunisie. Ils sont tous passés par l'école ordinaire qu'ils avaient quittée avant la 5e année primaire. Ils ont également vécu des expériences de redoublement entre 2 et 4 ans. Nous avons eu recours à l'entretien semi-directif comme outil de collecte de données soutenu par un guide d'entretien à 13 questions. Et notre recherche est de nature qualitative et elle consiste à recueillir des données verbales pour une démarche interprétative. Nous avons axé notre guide d'entretien sur 3 aspects du vécu scolaire et qui sont le redoublement et le décrochage scolaire, la relation avec les pairs et la relation avec les enseignants. En ce qui concerne le premier axe, qui est le décrochage scolaire et le redoublement, nos résultats montrent qu'en s'exprimant sur le redoublement, ces jeunes mettent en avant des émotions négatives comme la tristesse et la peur. L'effet du redoublement affecte les mécanismes du bien-être. En effet, il implique un jugement scolaire et une violence symbolique de ce jugement qui altère le rapport à l'école et à soi. En effet, 3 d'entre eux ont choisi de quitter l'école à cause de leurs difficultés d'apprentissage, mais aussi car ils étaient victimes de situations d'intimidation de nature verbale et psychologique. La recherche montre que les élèves en difficulté d'apprentissage sont des groupes très à risque de décrochage scolaire. L'intimidation par les pairs peut également favoriser l'abandon scolaire. En effet, ces expériences peuvent avoir des effets motivationnels négatifs sur l'engagement scolaire. Donc, euh, vous pouvez voir des réponses, un exemple de réponse à la première question. Quels étaient tes sentiments quand tu as redoublé? Donc, j'ai pleuré car les autres enfants ont réussi alors que je vais refaire l'année et me retrouver seule. J'ai eu peur de la colère de mon père et de ma mère. As-tu choisi de quitter l'école ou as-tu été renvoyé? J'ai choisi de quitter l'école car l'apprentissage est difficile. Je ne peux pas apprendre, ma compréhension est limitée. Euh, donc, quels étaient tes sentiments quand tu as quitté l'école? J'étais content quand j'ai quitté l'école car je n'aime pas l'école et l'institutrice ne m'aime pas. Euh, donc, un seul de ces élèves était désolé de quitter l'école car il voulait être policier, disait-il. Les 3 autres, à l'inverse, étaient contents, voire très contents de quitter l'école. L'école est un endroit où ces 3 jeunes, ceux qui n'étaient pas désolés de quitter l'école, se sentaient mal à l'aise. Leur discours met en avant des émotions négatives. Donc, comme vous l'avez vu, je n'aime pas l'école et qu'ils pensent partager avec l'institution et leur enseignant en premier lieu. Les pères sont également évoqués comme étant une source de désagréments et de violence. Leur bien-être est tellement altéré qu'ils étaient contents de fuir cette situation insupportable et quitter l'école à jamais. Et c'est ce qu'ils vont exprimer dans leur réponse à la question suivante. Désires-tu retourner à l'école? Donc, vous pouvez voir, c'est un exemple de réponse. Je ne veux pas retourner à l'école car l'instituteur me blâme tout le temps et se moque de moi. Mes camarades étudient mieux que moi, je redouble beaucoup et mes enseignants me détestent pour cela. Pour la dernière question de cet axe, que préfères-tu, l'école ou l'institution spécialisée et pourquoi? Tous préfèrent de loin l'institution spécialisée où ils disent être valorisés et respectés dans leurs différences. Le mal-être ressenti à l'école est exprimé par des émotions négatives dans leurs réponses précédentes et remplacé par un discours reflétant des émotions positives. Les éducateurs m'aiment, j'aime beaucoup mes éducateurs et laissant transparaître un ressentiment de bien-être dans l'institution spécialisée. C'est ce que explique le rapport PISA 2015 sur le bien-être des élèves. En effet, les élèves sont plus susceptibles d'avoir de meilleurs résultats scolaires et d'être plus motivés à l'idée d'apprendre
s'ils ont le sentiment de faire partie d'une communauté scolaire. Le sentiment d'appartenance est exprimé dans les discours recueillis par le fait d'avoir des amis, d'être écouté, d'être respecté même dans l'erreur et d'être valorisé en permettant à l'individu de s'épanouir et développer d'autres compétences qui le mettent en valeur. Donc, vous pouvez le voir dans cette réponse. Je préfère l'institution spécialisée car les éducateurs ici même, ils ne m'insultent pas, ils sont compréhensifs, ils m'écoutent toujours et m'aident à faire mes exercices et ne me punissent pas quand je commets des erreurs. En ce qui concerne les relations avec les pairs, les jeunes avec lesquels nous avons travaillé avouent ne pas avoir d'amis à l'école et parfois un seul ami. Leur réponse montre, donc, pouvez voir, avais-tu des amis à l'école? Non. Ou j'ai un ami, mais il n'est pas toujours avec moi. Les réponses montrent que la violence verbale caractérise leurs relations avec leurs pairs et font d'eux des victimes d'intimidation continue. Les caractéristiques de nombreux enfants ayant des besoins spécifiques leur font courir un risque beaucoup plus élevé d'être des cibles d'intimidation. Donc, vous pouvez voir, y a-t-il des élèves qui se moquent de toi? Oui, ils se moquent de moi, ne veulent pas s'asseoir à côté de moi, m'insultent et me traitent de stupide et d'âne. Ils disent que je ne sais pas lire et ils se moquent toujours de moi. Donc, en effet, selon plusieurs travaux de recherche, les cibles d'intimidation à l'école ont tendance à être physiquement plus faibles que leurs pairs. Elles peuvent souffrir d'anxiété, d'inefficacité physique dans les jeux, les sports et les bagarres, ou d'un manque de coordination physique. Elles ont également tendance à être prudentes, calmes, renfermées, passives, et ces individus sont également peu sûrs d'eux et ont une mauvaise estime de soi. Plusieurs de ces caractéristiques se retrouvent chez les personnes ayant un handicap mental et sont même exprimées par les jeunes avec lesquels nous avons travaillé. Je tombe par terre devant les autres et j'ai honte, je ne comprends pas les règles de jeu. Tous ces jeunes ont fait l'expérience de l'exclusion des activités récréatives avec les pairs, accompagnées parfois de violences verbales ou physiques. Donc, vous pouvez voir, tes camarades de classe jouent-ils avec toi pendant la récréation? La plupart du temps, ils ne jouent pas avec moi, mais se moquent de moi et veulent me faire peur et me créer des problèmes. Or, la participation aux activités récréatives et extrascolaires pourrait être un moyen important d'améliorer la qualité de vie scolaire des élèves. Elle assure le développement d'un réseau d'amis et augmente les chances d'intégration communautaire et de réussite post-scolaire. Enfin, tous ces élèves ont tendance à s'isoler au fond de la classe, probablement pour se cacher des regards et ne pas attirer l'attention des pairs, mais aussi des enseignants. Donc, quand tu étais à l'école, tu t'asseyais tout seul, je m'asseyais tout seul, ou au fond de la classe. Donc tes relations positives avec les pairs sont systématiquement liées au bien-être à l'école et les contacts avec les autres élèves sont un aspect positif de l'environnement scolaire. Malheureusement, certaines recherches montrent que les élèves préfèrent interagir avec des pairs non handicapés et les élèves en situation de handicap sont davantage rejetés par leurs pairs que les élèves tout venant. En ce qui concerne les relations avec les enseignants, nos jeunes évoquent en général des relations sous-tendues de violence verbale, insulter, crier, se moquer, ou physique, frapper, mettre contre le mur, ou psychologique, ignorer, priver, stigmatiser. Par exemple, est-ce que les instituteurs te traitent bien? Une première réponse. Il y a des enseignants bien et d'autres pas, ou encore ne me traitaient pas bien car je ne suis pas intelligent. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Il y a des enseignants qui m'aimaient et m'aider à comprendre des leçons et m'encourager à étudier et d'autres qui me punissent et me frappent et me disent que je suis stupide et me mettent au fond de la classe contre le mur et me demandent de lever ma jambe et mes mains. Donc, les relations, les expériences positives sont marquantes et inoubliables et ces jeunes n'oublient pas que certains enseignants les traitaient bien. Par exemple, répéter la leçon plusieurs fois pour que l'élève puisse comprendre. On retrouve là ça dans une réponse. Donc, les relations que les élèves entretiennent avec leur enseignant peuvent changer leur vision de l'école. En effet, l'enseignant est une figure cruciale de l'environnement scolaire. Une relation adéquate avec le personnel enseignant force une attitude positive envers l'école. Les enseignants qui traitent leurs élèves avec respect et les encouragent lorsqu'ils font quelque chose de bien pendant les cours contribuent considérablement à leur bien-être.
On peut voir d'autres réponses aussi. Est-ce qu'ils répondent quand tu leur poses une question? Certains répondent, d'autres me demandent de me taire. Une autre réponse, elle me crie dessus, l'institutrice, donc, mais d'autres enseignants répondent parfois. Encore une autre réponse, j'ai peur de poser des questions, je me tais pendant toute la séance. En conclusion, ces 4 jeunes élèves décrivent une expérience scolaire caractérisée par un bien-être altéré au niveau de la relation à l'institution, aux pairs et aux enseignants, et qui, selon eux, les a poussés à quitter l'école avec un sentiment de soulagement marqué. Nos résultats pourraient ne pas coïncider avec ceux d'autres études au niveau mondial et surtout dans le cas du handicap mental, car l'école inclusive tunisienne ne l'est que sur le plan juridique. En effet, les enseignants à tous les niveaux ne sont pas formés aux pédagogies inclusives et les adaptations pédagogiques sont inexistantes au niveau du programme officiel. Dans ce cadre, il est difficile d'imaginer un bien-être pour les personnes en situation de handicap qui se sentiront difficilement comme faisant partie de l'école, qui les considèrent comme différents et ne fait rien pour les intégrer. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. On passe maintenant à la période de questions dans la salle. Pour commencer, est-ce qu'il y a des questions? Oui, je vais commencer. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, 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 je vous entends. Donc, Suzy Bossard, merci pour cette intervention très intéressante qui nous montre encore une fois que l'inclusion ne s'improvise pas et dans une autre mesure peut-être, mais ça, en tout cas, ça corrobore aussi avec des résultats que j'ai eus pendant mon enquête sur qu'est-ce que l'école dite inclusive fait aux élèves quand elle n'est pas pensée comme telle. En tout cas, quand des conditions ne sont pas ramenées, et notamment des conditions de formation des personnels enseignants. Du coup, ma question est la suivante. Est-ce qu'il y a quand même des formations qui ont été organisées par l'institution scolaire en Tunisie? Ou est-ce que, j'ai bien compris que ce n'était pas la majeure partie des enseignants qui y accédaient, mais est-ce que ça a été quand même pensé, même à petite échelle? Je me deuxième question. Mais la première, Donc, à petite échelle peut-être, mais au niveau national, il n'y a pas de formation du tout sur l'inclusion scolaire et les élèves en situation de handicap peuvent aller à l'école maintenant avec des AVS, mais pas pour le handicap mental, mais ça ne change pas grand-chose à leurs conditions parce qu'il n'y a rien dans les programmes qui est fait pour eux. Et même leur entrée à l'école, elle n'est pas préparée au niveau de leurs pairs ou au niveau des enseignants aussi. Votre deuxième question. Merci. Une deuxième question, madame. Vous m'entendez, c'est bon? Oui. Je veux savoir si là, vous avez parlé de jeunes entre 14 et 18 ans, il me semble. Est-ce que vous avez l'impression que dans les écoles, peut-être les crèches ou même les écoles avec des plus jeunes enfants, l'inclusion est mieux travaillée ou est plus possible aujourd'hui? Je n'ai pas bien entendu toute la question. Est-ce que la différence entre les jeunes que vous avez étudiés et des plus jeunes enfants qui seraient au niveau de la crèche ou du primaire, est-ce qu'il y a des différences? Est-ce qu'ils seraient, c'est ça ma question, est-ce qu'ils seraient mieux intégrés les plus jeunes? Non, il n'y a pas d'intégration. Le problème avec le handicap mental, je pense que c'est qu'il n'est pas, surtout avec le handicap mental léger, il n'est pas diagnostiqué très tôt. Donc, beaucoup d'élèves vont faire des études primaires sans que leurs parents sachent ils ont un problème. Et ce n'est qu'après avoir redoublé, par exemple, un certain nombre d'années qui vont aller vers le diagnostic. Peut-être dans d'autres cas de handicap, c'est plus visible
en bas âge que le handicap mental. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Merci. Merci beaucoup. Une autre question? Oui. Alors, 2 dernières questions. Voilà. Professeur numérique en psychologie cognitive du développement. J'ai beaucoup apprécié votre communication. Et surtout les recherches de la part des enfants qui s'exprimer. Ce qui serait intéressant, c'est de poser les mêmes questions des enfants ordinaires. Leur vécu scolaire n'est pas forcément toujours très positif. Et voilà, il y a des enfants qui seraient diagnostiqués des questions intellectuelles et qui peuvent avoir les mêmes appréciations que les enfants que vous avez interrogés. C'est intéressant de pouvoir comparer les réponses. Merci pour votre question, mais encore une autre fois, j'ai pas pu entendre toute la question, donc si vous pouvez, si quelqu'un... On peut parler disait qu'il serait peut-être très intéressant que vous puissiez poser les mêmes questions que vous avez posées aux enfants en situation de handicap et des enfants ordinaires, que vous puissiez faire un comparatif par la suite. Ah oui, oui, peut-être, oui, 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 ça serait intéressant de le faire, oui. Ma question est revenue, ma deuxième question. En France, il y a de fait des filières qu'on pourrait dire de relégation pour les jeunes, c'est-à-dire des filières professionnalisantes, technologiques. Et du coup, une partie de la population que vous étudiez est reléguée dans ces dispositifs scolaires qui sont non pensés pour le handicap, mais pensés pour des enfants qui ont des difficultés scolaires. Est-ce que ça, c'est quelque chose... Du coup, les enfants ne vont pas forcément dans des dispositifs spécialisés, mais dans ces dispositifs, ces dispositifs professionnels ou technologiques. Est-ce que c'est quelque chose qui existe aussi, ou alors est-ce que c'est le choix en Tunisie est entre une filière, on va dire, générale et puis une filière plutôt de l'éducation spécialisée? Oui, donc non, il y a pas, c'est pas comme chez vous. Donc il y a l'école ordinaire et il y a l'institution spécialisée qui a aussi, qui va leur apprendre un métier. Ils vont continuer aussi à faire quelques apprentissages académiques comme du calcul, de la lecture, des choses comme ça. Donc c'est l'institution spécialisée qui est l'autre choix. Du coup, à l'inverse, comment est-ce que dans l'éducation spécialisée, ça accueille aussi, elles accueillent aussi les élèves en échec scolaire, handicap ou non? Non, non, les institutions spécialisées, par exemple, il y a des institutions spécialisées pour les élèves qui ont un handicap mental. Elles ne reçoivent que des jeunes qui ont un handicap mental, c'est tout. Merci beaucoup.